Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, la mécanique universelle, la philosophie de l'avenir humain. L'humanité évolue vers son ultime perfection. Donc je vous renvoie à la lecture de cette. Ah bah tiens, c'est marrant ça, je n'avais pas vu. Voilà que là, le truc grandit. Donc sur le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Et donc là, je prends appui sur mon site pour essayer d'éclairer la personnalité qu'il a écrit cette théorie, qui est particulière. Si vous y allez, vous verrez qu'il y a des idées assez particulières, atypiques. Et cet atypique vient d'un psychisme particulier. Le neuroatypique qui correspond à l'autisme Asperger, au TSA, mais en avançant, je me suis rendu compte que c'est ce qu'on appelle twice exceptional, double exceptionnalité. Je pense que je suis plutôt là-dedans. Donc c'est une auto-évaluation pour l'instant. J'ai pris rendez-vous avec l'hôpital pour me faire diagnostiquer, mais c'est très très long et d'ailleurs là on peut voir à quel point il faut attendre un an et 18 mois pour être diagnostiqué, c'est une honte, quoi. Voilà, ça veut bien dire que le néolibéralisme, il a massacré le système. Il a massacré en se croyant intelligent, en, en stimulant ce qu'il appelle l'efficacité, il a détruit tout le reste. En réalité, il a que le QI et il n'a pas de QE, il n'a pas de coefficient émotionnel qui lui aurait permis de comprendre que c'était absurde, que dans le soin, on ne peut pas enlever 4 infirmières là où il faut les 4 infirmières pour en laisser qu'une. C'est pas la peine. Ça, c'est totalement à la limite qu'on puisse l'imaginer dans une entreprise où on fait des cartons. C'est possible. Et encore, c'est complètement absurde parce que on sait très bien que quelqu'un qui est poussé à bout, il travaille mal. Il n'a pas de. Donc, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, les chefs d'État depuis 40 ans sont des idiots parfaits. Le système politique actuel, depuis 40 ans, de ce néolibéralisme qui a remis en place, qui a créé cette mondialisation qu'il voulait heureuse avec ces données-là, eh ben, elle a été mise en place par des esprits idiots, des esprits simplement, basiquement bêtes. Et c'est pour ça que la mondialisation va vers une sorte d'échec. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire fédérer l'humanité, faire quelque chose de vraiment. Et comme c'était des prédateurs d'un côté qui voulaient dominer les autres, et puis des idiots qui pensaient que l'efficacité, elle peut se mettre à l'école, à la justice, à la santé, etc., etc., eh ben, ils ont détruit, en fait, l'humanité. Tout simplement, ils ont détruit l'humanité occidentale. Et ils l'ont conduit à ce qu'elle est, c'est-à-dire un peuple qui se révolte, et comme ils sont tellement stupides qu'ils n'arrivent pas à prendre conscience de ce qu'ils ont engendré, comme justement les pervers narcissiques, c'est-à-dire qu'ils ont engendré ils ont tellement maltraité le peuple qu'ils se révoltent, et comme ils ne comprennent pas que l'autre puisse se révolter, parce qu'ils sont dans l'irresponsabilité, ils pensent que c'est pas leur faute, ils vont très bien, ce qu'ils font, c'est exactement ce qu'il faut faire, ils sont pas conscients de ce qu'ils ont détruit en réalité. Eh ben, ils maltraitent encore plus. Voilà, ils essayent de neutraliser leur victime, comme le pervers narcissique essaye de neutraliser sa victime pour pas qu'elle dise ce qu'elle endure.
Voilà. Donc, on est devant un comportement comme ça, et, euh, et en plus, il ne comprend rien, quoi. Ce système, il ne comprend rien. C'est en France, mais c'est partout, hein. C'est tout l'Occident qui est soumis à cette chose-là. Alors, c'est sans doute nécessaire pour l'évolution, si ça se passe comme ça. C'est-à-dire que grâce à ça, l'Occident passe en décadence, et ça permet à des civilisations plus douces, peut-être plus respectueuses, moins narcissiques, d'émerger et de prendre doucement le pendant, de redevenir un pôle, de redevenir une alternative, comme à l'époque où il y avait le communisme d'un côté qui amenait l'idée d'égalité, de fraternité, et le capitalisme de l'autre qui amenait l'idée de liberté. Et en fait, les deux étaient obligés de se comporter le mieux possible pour pas donner du crédit à l'autre. Et donc le capitalisme était obligé d'être à peu près social à ce moment-là, de justement faire tout ce qu'a fait entre le général de Gaulle et Giscard d'Estaing, tous les progrès qui ont été faits dans cette période-là, c'est hallucinant. Mais c'est parce que aussi ils étaient contraints. Non seulement ils avaient l'éthique, ils n'étaient pas dans le narcissisme, ils étaient dans l'égocentrisme éventuellement, mais on n'élisait pas des présidents narcissiques. Maintenant, on élit des présidents narcissiques parce que les médias sont devenus narcissiques et donc valorisent le narcissisme, et donc on a affaire qu'à un système, les dominants deviennent de plus en plus narcissiques, et c'est eux qui finissent par être élus. Et c'est là où se situe le problème. Bon, voilà. Alors, je continue ma lecture de cet état-là, de cet état psychique particulier, twice exceptionnel. Conception scientifique de la double exceptionnalité. Alors, les études recentrées à ce sujet proposent une conceptualisation opérationnelle de la double exceptionnalité. Pour les approches opérationnelles, la double exceptionnalité est la combinaison d'une douance et d'un trouble neurodéveloppemental. Elle se manifeste par un haut potentiel quant aux aptitudes, à la créativité ou dans un domaine d'activité quelconque, mais ne constitue pas à elle seule la double exceptionnalité. Cette manifestation doit également être combinée à un ou plusieurs handicaps. Alors oui, on peut parler de handicap, mais le terme est bon, mais c'est clair qu'il faut le prendre tel qu'il est. Et en réalité, ben voilà, la difficulté à communiquer, à vivre quelque chose à vivre socialement de façon ordinaire, sans produits, euh, sans alcool ou quoi que ce soit, c'est un problème majeur. Alors, donc, la double exceptionnalité est combinée à un ou des handicaps comme un trouble spécifique d'apprentissage, un trouble du langage ou de la parole, un trouble émotionnel comportemental. Voilà, ça, j'ai tout ça à peu près. Le trouble émotionnel comportemental, le trouble d'apprentissage, trouble du langage et de la parole. Bon, il suffit de voir comment... Alors, il y a des fulgurances, des moments où je peux... Où si je suis dans un moment à peu près avec peu de stress, je vais pouvoir parler et ça va être fluide et peut-être même intéressant ce que je dis. Mais bien souvent, quand je suis comme là, dans un état un peu émotionnel surchargé, c'est compliqué. Je trouve pas les mots, je suis pas... voilà. Je saute du coq à l'âne, je vais à droite, à gauche. Je maîtrise pas mon cerveau là dans ces conditions-là. Alors, euh,
Voilà, ou un handicap physique, un trouble du spectre de l'autisme ou d'autres troubles de santé ou neurodéveloppementaux qui peuvent nuire au fonctionnement de l'individu doublement exceptionnel. Voilà, il y a deux exceptionnalités, un trouble du comportement et puis un système au potentiel. Cette combinaison de ces deux manifestations permet l'émergence de profils bien particuliers chez les personnes doublement exceptionnelles. La présence d'une double exceptionnalité peut inhiber les conséquences des troubles neurodéveloppementaux ou de la douance, ou même balancer ses conséquences. Par exemple, la double exceptionnalité avec un trouble d'apprentissage fait en sorte que de fortes aptitudes verbales peuvent être inhibées par le trouble, de sorte que l'organisation des idées sur papier est plus difficile en raison d'une vitesse de traitement lente ainsi que d'une mémoire de travail limitée. Voilà, alors moi le truc c'était un peu presque l'inverse sur certains plans, c'est-à-dire que ça allait trop vite dans ma tête pour pouvoir rédiger. J'avais jamais appris à rédiger puisque je n'avais pas le niveau du certificat d'études de la sixième, j'avais même pas le niveau de la sixième, donc j'avais jamais appris à rédiger. Donc quand il s'est agi de faire la mécanique universelle, c'était la croix et la bannière, de pouvoir rester concentré, de pouvoir organiser les pages. Et d'ailleurs, ça rendait complètement fou la, le, l'organisation, quoi. Si vous lisez, on peut pas. Et d'ailleurs, il y a Anne qui m'a dit ça hier. Euh, elle est allée sur le site et elle m'a dit, mais c'est très compliqué. On ne sait pas où on en est, on n'arrive pas. On lit une page, mais on ne peut pas suivre. Il n'y a pas de logique. Elle y est, cette logique, puisqu'elle a été construite selon un schéma, quoi. Pas un schéma, mais intuitif, hein. C'est-à-dire que voilà, il y avait une page, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Donc elles y sont. Mais après, j'ai rajouté entre les deux une autre page, puis une autre qui est excentrée, mais qui... Enfin bref, j'ai compliqué ce truc. Et alors voilà, c'est intéressant pour ceux qui viennent de toutes parts. Si on arrive, de toute manière, sur Internet, ça va avec le système d'Internet. On arrive là-dessus par hasard sur telle page parce qu'on cherche tel mot. Et voilà. Et à partir de là, si on veut, on va picorer un petit peu à droite à gauche. Mais c'est vrai que l'idéal, ça serait que je fasse un ouvrage. J'en rêve, mais je n'en ai pas les moyens. Et d'ailleurs, puisque je suis là, je vais faire une demande, peut-être là je vais la faire comme ça au milieu, mais très peu l'entendre, mais je ferai une demande bien particulière pour si vous avez des aptitudes à la rédaction, eh ben, j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble pour faire de cette mécanique universelle un bouquin. Voilà, moi je m'en sens pas capable de le faire. Voilà, donc je ne sais plus où j'en étais là, par exemple. Eh bien oui, donc ça allait trop vite, mon cerveau allait trop vite pour la rédaction. J'écrivais une ligne, mais j'étais déjà en train de penser à autre chose, ça suggérait d'autres trucs, etc. Donc j'arrivais pas à me concentrer pour travailler correctement sur le truc. C'était une plaie inouïe. Et bon, je parlerai de ça, mais justement, c'est ce qui a fait. J'ai eu une histoire d'amour qui s'est mal passée, et cette histoire d'amour, justement, on n'arrivait pas à se comprendre. Et moi, j'étais tout de suite euh, énervé par le fait de partir, de sauter. Moi, je sautais dans tous les sens, et je pense qu'elle était également dans cette caractéristique des hauts potentiels, et c'était pareil, elle n'arrivait pas à se concentrer non plus. Donc, on voulait travailler ensemble, on n'y arrivait pas, et ça débordait sur notre relation, alors qu'il y avait un amour fou entre, mais c'était pas possible de l'exploiter, cet amour, parce que dès qu'on essayait de parler ou de penser ou d'amener chacun nos idées, c'était un truc,
ça faisait des étincelles. C'est tragique, mais c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Alors, vulnérabilité sociale et psychologique. Alors, pourquoi ça bloque là? La double exceptionnalité est une vulnérabilité chez un individu, car elle associe à un plus grand risque de difficultés d'adaptation, de sous-performance ou d'échec et de problèmes psychologiques, sociaux et comportementaux. Et c'est clair que si j'avais pas rencontré l'art, si j'avais pas rencontré la mécanique universelle après la philosophie, j'aurais été dans une vie d'échec, mais hallucinante, quoi. Ça aurait été j'aurais un sentiment. C'était pas parce qu'il y a personne qui est en échec. On fait ce qu'on peut faire, mais ça aurait été une frustration, mais inouïe d'existence. Et en réalité, je n'ai pu m'adapter dans aucun travail. J'étais en échec tout le temps dans un travail ordinaire. J'ai jamais pu travailler correctement dans, dans, dans les travaux, dans la vie ordinaire, quoi. Donc, on est en échec, évidemment. Et des problèmes psychologiques, sociaux et comportementaux, évidemment, j'étais là-dedans. La double exceptionnalité peut générer des frustrations, car ces individus voient leur potentiel compromis par quelque chose qui retient leur développement sans même comprendre de quoi il s'agit, étant donné que la double exceptionnalité est difficilement identifiable. C'est pourquoi je dis aux thérapeutes, et je vais faire quelque chose là-dedans, je vais essayer, c'est il faut à tous ces personnes particulières et que sont même donc les TSA, les troubles autistiques, mais également je pense, l'anorexie, ce qui se symbolise d'une autre, ce qui se caractérise d'une autre manière, qui va émerger d'une autre manière. L'anorexie, la boulimie, l'alcoolisme, la drogue, etc., c'est pas de les soigner. C'est le soin, à mon sens, c'est de leur donner les moyens d'exprimer leur potentiel. C'est tout. De les accompagner. Donc là, il faut l'aide, elle est extrêmement difficile à donner parce que voilà, si quelqu'un qui est alcoolique ou qui est dans la drogue, par exemple, si on lui dit il a son rêve, son potentiel, c'était dans la peinture. Il va avoir du mal à se concentrer, à apprendre, à vouloir, à passer toutes les étapes. Et donc, c'est là où il faut qu'il soit hyper entouré, que à chaque fois qu'il en a marre, que ça ne se passe pas, qu'il jette son truc, etc., qu'on puisse être là pour lui dire ça va. Enfin, trouver toutes les astuces pour l'amener jusqu'au moment où il va s'épanouir avec son truc. Et une fois qu'il s'épanouit, c'est bon. Voilà, moi au tout début avec bon la peinture, j'y suis arrivé très vite à m'épanouir quand même là-dedans, dans le truc. Mais parce que j'ai eu la chance de croiser, de passer de la peinture à l'huile où ça demandait une technique que je voulais pas apprendre, que je voulais pas faire, à quelqu'un, à Gilles Schex, qui était un artiste contemporain qui donnait des cours là où j'habitais et j'ai pris des cours avec lui et il m'a montré que l'art contemporain existait, qu'on pouvait tout faire, qu'on pouvait utiliser tout le spectre justement de la création. On pouvait mettre un point sur un tableau du moment qu'on explique ce qu'on est en train de faire, pourquoi on fait ça, etc. Donc j'ai vu le potentiel et en plus, quand il m'a montré que l'art contemporain existait, moi je suis rentré là-dedans, mais comme un forcené. J'ai voulu tout comprendre de l'art contemporain. Donc pendant des mois et des années, enfin des mois parce que ça va très vite chez ces hauts potentiels là. Donc j'ai compris, j'ai essayé, et puis je voulais tout comprendre que la mécanique, pourquoi l'art contemporain se passait comme ça. Et au final, je me suis retrouvé avec l'idée que il y avait je ne sais pas comment est arrivée l'idée à ce moment-là. J'avais lu sans doute un truc sur les deux hémisphères du cerveau, l'émotionnel et le rationnel. Et tout de suite, je l'ai appliqué à l'histoire de la peinture. J'ai vu qu'il y avait des
il y avait des peintres qui étaient dans l'émotionnel, des peintres qui étaient dans le rationnel. Voilà, les Buren, etc. Ils étaient du côté du rationnel, et puis les, les Cobras, ils étaient de l'autre côté. Les conceptuels, ils étaient d'un côté, et les Cobras de l'autre. Et qu'à chaque fois, à chaque fois qu'il y avait un mouvement qui se créait, il engendrait un, ceux qui arrivaient derrière, ils voulaient tuer le père, et donc ils s'opposaient, et ils partaient souvent dans l'opposé, dans l'opposition. C'est-à-dire que les peintres, il y avait un mouvement qui allait au minimalisme, et puis ceux qui venaient derrière, ils posaient de la peinture en kilos sur les toiles. Et puis derrière, il y avait d'autres qui revenaient qu'avec de l'esprit, et puis d'autres qui revenaient qu'avec de l'émotion, etc., etc. Et ça me permettait de comprendre aussi que l'artiste, il est du côté de l'émotionnel, et il a besoin d'un galeriste qui est du côté du rationnel. Voilà, et que c'est cette combinaison qui fait l'équilibre dans les choses. Il y en a quelques-uns qui ont les deux. Picasso, il était aussi bon vendeur qu'artiste. Voilà, donc il arrivait mais ça, c'est extrêmement rare. La globalité, c'était pas ça. Bon, bref, et j'ai compris que le Nord avait la Renaissance du côté du Nord était particulière. De, la peinture était rationnelle, mais bon, bref, voilà, je ne vais pas partir sur ça, et qu'il y avait une différence entre le Nord, entre la peinture hollandaise et la peinture italienne. Parce qu'il y a l'émotionnel qui n'est pas le même. Entre le nord et le sud, l'émotion n'est pas gérée de la même manière, etc. Et au final, ça m'avait permis de... Je cherchais qu'est-ce qui pouvait relier ce truc. Et j'avais compris que ce qui reliait ces deux choses, c'était le naïf, l'art naïf. Et donc, j'ai imaginé l'idée du naïf, d'un nouveau naïf, d'un naïf conceptuel, entre guillemets. Voilà, un naïf conscient qui est vraiment au milieu. Personne ne peut accrocher son ego au naïf. Le naïf, il s'en fout il n'est pas dans la superficialité, dans le truc, dans l'apparence, etc. Voilà, donc il réglait le problème des égos qu'on retrouvait chez les artistes. Dans l'artiste, avec cet ego qui est surdimensionné, qui est gênant, quoi, dans les choses. Le naïf, il n'avait pas besoin de ça, quoi. Il s'en foutait, il était dans son avancée. Moi, ça correspondait exactement à ma psychologie. J'étais naïf dans ce truc-là. Donc, c'est ça qui m'a permis d'amener là-dedans. Et c'est pourquoi ce truc s'appelle philosophie naïve de l'avenir, du devenir humain, ou de l'avenir humain. Voilà, aussi. Comme ça, tout s'explique. Voilà. Donc, on va continuer. Malheureusement, celle-là, elle sera un peu plus longue. Les individus doublement exceptionnels peuvent avoir une faible estime d'eux-mêmes. C'est exactement mon cas. Et alors, bon, je vais revenir sur cette... je ferai une 4e vidéo qui va parler de ça, là. Voilà. Parce que sinon, elle va faire encore 50 minutes, cette vidéo-là. Mais bon, au fond, je vais y aller, puis je la referai. Alors, les individus doublement exceptionnels peuvent avoir une faible estime d'eux-mêmes, pouvant même mener à la dépression. C'est exactement mon cas. Et donc, maintenant, c'est pas, on pourrait croire que parce que j'ai trouvé ma voie, je me la pète ou quoi que ce soit, mais au fond, c'est totalement l'inverse. Je me sens vraiment le dernier des derniers de l'humanité. Mais c'est quelque chose qui est super important en réalité pour moi, pour mon travail, pour ce que j'ai fait, pour la mécanique universelle. Il fallait qu'il n'y ait pas qu'il y ait ce trouble de l'estime de soi. C'était fondamental. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va retrouver chez les saints, justement. Mais il n'y a pas de connotation supérieure dans mon esprit. Il n'y a pas, voilà, le saint, il n'est pas supérieur à l'assassin en réalité. Il faut de tous pour faire le monde.
Et c'est tout, c'est juste une spécificité. Mais le saint, voilà, c'est l'humilité absolue. Et l'humilité absolue vient d'une estime de soi qui est, qui est, qui est, qui est basse, et tant mieux, quoi. Mais en même temps, avec un sentiment que ce qu'on fait, ça a du sens, c'est important, que c'est pas inutile, que voilà, ça n'empêche pas de faire les choses, ça oblige pas à dire bon, mais je suis nul, c'est pas la peine que je le fasse. Non, c'est une humilité qui est active en même temps. Voilà. Et donc, c'est une bénédiction d'être avec cette faible estime de soi. Le seul problème, c'est que ça entraîne effectivement de la dépression. Il y a des moments d'hyperdépression, des moments où on se sent pire que tout, etc. Dans les choses, et donc mener jusqu'à même car leur entourage immédiat et le personnel enseignant pourraient être portés à penser qu'ils sont paresseux alors que leur douance est inhibée par leurs difficultés reliées à leurs troubles neurodéveloppementaux. Et ben c'est ce qu'il y avait sur mes trucs de l'école. A le potentiel, mais ne veut pas travailler, peut pas travailler, n'arrive pas à travailler, a les moyens, n'est pas... Et alors, ben, je vais en profiter pour dire quelque chose, et j'aimerais bien, si elle se reconnaît, si elle est encore de ce monde, j'aimerais bien voir qui était cette femme. J'étais pensionnaire, j'étais à l'école au Sacré-Cœur, à Privas. Et donc en sixième de transition. Et ça a été une année de souffrance absolue dans le truc. Et je ne sais même pas si j'ai pas été viré parce que j'ai été souvent viré par mon comportement, etc. Bon, bref. Et donc, euh, la seule qui m'a regardé, qui m'a vu, c'était la prof d'art plastique, de dessin, je ne sais pas ce que c'était, prof de quoi. Et en fait, elle me notait, pourtant c'était sale mon travail, je ne m'appliquais pas, mais je suivais jamais les règles, en fait. Il y avait quand elle disait, voilà, vous faites avec des pommes de terre, il fallait faire de la peinture avec des petits carrés comme du pointillisme. Vous faites l'extérieur et vous laissez l'intérieur vide, comme ça on voit la forme et tout. Ben moi, je faisais l'intérieur aussi d'une autre couleur ou quoi que ce soit. Enfin, je respectais jamais les trucs. Et elle m'appréciait, elle avait vraiment, je ne sais même pas si elle n'en avait pas parlé à mes parents qu'il fallait m'amener vers l'art, que c'était ma vocation. Mais franchement, j'y ai souvent pensé, et justement ce côté, cet autisme a fait que j'ai jamais pu aller chercher qui c'était, comment, pour la remercier mille fois. Mais bon, voilà, je la remercie en tout cas de ce regard qu'elle a porté sur moi. C'est le seul dans mon existence d'école où j'ai vu un regard bienveillant sur ma personne. Voilà. Euh, mais tout simplement parce que les autres ne le pouvaient pas. C'est pas, je leur en veux pas. Hein, j'en veux à personne. On est, si on n'est pas apte à remarquer quelque chose, c'est pas notre faute. C'est pas la faute des autres profs qui ont rien vu à ce que j'étais. On peut pas demander justement à être tous d'avoir tous euh, ces appréciations. Moi-même, je ne suis pas capable de le voir chez les autres, forcément. Je vais pas pouvoir le distinguer, donc je vais être maladroit, je vais être, etc. Donc, y a pas, sans vouloir, de pas détecter euh, une particularité chez quelqu'un. Donc, ceux-ci pourront s'opposer à leur entourage et vivre des frustrations, étant donné leurs conditions difficiles. Ben voilà, c'est exactement ce que j'ai ressenti ça dans ma famille, pas chez mes frères et sœurs, mais chez certains de mes beaux-frères, etc. Il y avait, ils m'aimaient pas. Ils aimaient pas ce que j'étais parce que j'étais vraiment dans cette différence. Donc c'était quelque chose pour eux. Et donc
c'était quelque chose qui me faisait, qui m'entraînait à une souffrance, mais inouïe en fait. Parce que je le ressentais, je vivais le fait d'être mal aimé comme quelque chose de c'était terrible, quoi. Voilà, il y avait et souvent je l'ai ressenti. C'est pas, c'est très rare. Hein. C'est quand même pas, c'est des personnalités bien particulières qui vont me faire ressentir ce truc-là, qui vont vous donner de l'animosité, de l'agressivité, de la haine, en somme, de ressentir un sentiment comme ça là. Et à mon sens, c'est bien lié au narcissisme justement à la perversion narcissique. Bref, ceux-ci pourront s'opposer à leur entourage et vivre des frustrations étant donné leurs conditions difficiles. Leur leadership peut prendre la forme d'intimidation. Leur créativité peut être utilisée afin d'expliquer leur improductivité et s'engagent dans des tâches en se concentrant seulement sur leurs intérêts ou leurs talents. Voilà, ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais il n'y a pas, bon, voilà, ceux qui prennent leur leadership, enfin bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont dans le leadership. En tout cas, moi, je n'ai jamais été le chef de qui que ce soit. Et je me demande s'il y a beaucoup de TSA qui vont prendre des responsabilités et du pouvoir pour passer sous la forme de l'intimidation. Mais en tout cas, c'est bien possible qu'on peut dériver dans cette idée-là, dans la forme de l'intimidation. C'est possible. C'est possible, effectivement, oui. Alors, la double exceptionnalité au Québec. Au Québec, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur reconnaît que la douance peut coexister avec un trouble dans sa publication, agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués. Le ministère a accepté en 2019-2020 un projet qui touche directement la douance afin de favoriser une réussite éducative de tous les élèves. Ce projet mené par la commission scolaire des premières seigneurie a pour objectif de trouver des solutions afin de mieux intervenir auprès des élèves doublement exceptionnels du primaire. Il y aurait 20 000 à 30 000 élèves au Québec qui seraient doublement exceptionnels. Toutefois, ce ne sont pas toutes les personnes de cette population qui sont identifiées comme telles. Voilà. Alors le texte vient du Québec sans doute. Le Centre intégré de développement de la douance et du talent offre des services et des ressources aux individus doublement exceptionnels afin de favoriser le développement de leur douance et leur talent. Plusieurs experts en douance publient des articles sur la douance depuis la double exceptionnalité. L'Association québécoise pour la douance a pour mission de contribuer à l'épanouissement des individus doués afin qu'ils actualisent leur plein potentiel. Elles offrent notamment de sensibiliser la population québécoise et de former leur potentiel en douance en utilisant un portrait exhaustif des connaissances scientifiques relatives à la douance. Voilà. Alors, en somme, s'il y a 20 à 30 000 élèves au Québec, le Québec c'est quoi? C'est une province de la France, donc il y a peut-être 100 000, en France on est peut-être 100 000, il y a peut-être 100 000 personnes qui seraient dans cette doublement exceptionnel, dans cette douance. Eh bien, le potentiel qui est perdu, à mon sens, pour la société humaine, pour la société française, parce que là, je pense qu'il y aurait des choses à faire. Moi, la mécanique universelle, par exemple, elle est mal expliquée, mal achalandée, etc. S'il y avait un soutien autour autour de ce travail, ça pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus impactant, de beaucoup plus intéressant pour la société. Et il y a donc, s'il y a 100 000, ces 100 000 personnes devraient pouvoir exprimer totalement leur potentiel.
Et au-delà, tout être humain devrait pouvoir exprimer son potentiel. Une société, la société française, si elle était intelligente et si elle voulait, si la société, pas la société française, mais si nos dominants étaient intelligents et qui voulaient faire de ce pays, parce qu'ils l'aiment, un centre important de l'humanité, lui conserver ce qu'elle a toujours été, cette France, un guide, un leader dans les grandes valeurs, dans la philosophie, dans la pensée, etc. Ben, elle mettrait en place un système qui offre tout le potentiel à chaque être humain qui vient en France, qui existe en France, qui vit en France. Voilà, ceux qui arrivent par l'immigration, comme ceux qui sont ici, que tous les enfants puissent être complètement détectés, puissent exprimer tout leur potentiel. Voilà. Ben là, on ferait d'un pays, on resterait leader dans cette humanité. Mais on n'en est pas là. Bon, bref, c'est pas grave, la vie doit se faire d'une autre manière. Bon, je vous remercie. À très bientôt. Merci à vous de votre écoute. Et n'hésitez pas à mettre des avis, à parler, à me dire. J'essaie d'y répondre en règle générale tout le temps.